Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez remarqué, le décor n'est pas le même et c'est tout simple. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en France, mais je suis au Maroc. Et là, je suis à Marrakech, dans mon Airbnb, you know. Donc, j'ai écouté une histoire et en fait, je devais vous tourner une vidéo que quand Zama, j'ai dit, je vais rentrer en France. Mais quand j'ai entendu cette histoire et que hier, je vous ai demandé de voter, que ce soit sur Instagram, comme vous voyez ici, ou bien sur YouTube, vous vouliez tous entendre non une histoire cette fois-ci de sorcière, mais plutôt une histoire paranormale, horreur, etc. Et donc, j'avais commencé à rechercher comme ça quand je rentre en France, genre j'ai de l'avance, je sais déjà quelle histoire je vais vous faire. Mais en écoutant et en tombant sur cette story time paranormale, je me suis dit, hors de question d'attendre que je rentre en France pour faire cette vidéo, mais je vais la faire maintenant. Alors, la seule particularité de cette vidéo, c'est que je n'ai pas du tout le temps de faire un montage avec images et tout. Cette fois-ci, car étant en vacances, je veux pas mettre trop ma tête dans le montage, mais je vous raconte l'histoire. Il y aura la musique à chaque fois qui accompagne les story time paranormales. La même ambiance dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire de flip, mais voilà. Comme déjà je suis gentille de faire une vidéo en vacances, alors que là j'aurais dû sortir pour prendre le petit déjeuner, mais je me suis dit c'est pas grave, je fais cette vidéo parce que oh là là, l'histoire, vous allez être choqués, même moi je m'en remets pas et je viens de la finir il y a quelques minutes de ça, donc je vous l'ai traduit mais vraiment en 2-2. Ce que vous entendez, c'est dans la maison, il y a des petits oiseaux, donc voilà, en 2-2, et j'avais pas envie de perdre plus de temps que ça. Donc je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de vous préparer, de vous poser, de préparer un bon petit snack. Vraiment, pour écouter cette vidéo, je vous conseille pour vivre toute robe, c'est-à-dire toute la peur qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, d'éteindre vos lumières, de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Préparez-vous, vraiment, vous allez bien flipper. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Libye. C'est un jeune homme qui s'appelle Mortar. Donc Mortar, c'est un jeune homme de 25 ans d'origine libyenne. Il habite en Libye et tout se passait bien dans sa vie jusqu'à, vous allez voir. Donc c'est un jeune homme, comme je vous l'ai dit, de 23 ans et il est devenu soldat. Non parce que il a été obligé, mais c'était le rêve depuis son enfance d'être un jour un soldat et de défendre les couleurs de son pays. Et puis il a réussi en fait à concrétiser ce rêve en réalité et il est devenu soldat. Donc avant, il faut savoir qu'il a fait de brillantes études et une fois qu'il a fini ses études, il est rentré directement dans une caserne, il voulait devenir soldat et voilà, il y est parvenu. Et à partir de là, un jour, il rentre chez lui, il avait une permission et sa mère va avoir une discussion avec lui en lui disant « Écoute, maintenant voilà, tu as ton métier, tu es soldat, il te manque rien, tu as tout. » Donc moi, mon rêve, maintenant comme c'est toi le dernier, puisque Mortal était le dernier de sa fratrie, mon rêve c'est de te marier pour, Inch'Allah, avoir le temps de voir tes petits-enfants et de les garder, de jouer avec et tout ça. Et la boucle sera vraiment bouclée, ce sera vraiment le bonheur ultime. J'aurai tous mes enfants mariés avec chacun leurs enfants, leurs femmes, etc. Il manque plus que toi et vraiment accepte.
Donc Mourtar, il nous dit que en fait tous ses frères, eh bien ils se sont mariés de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait c'était la maman qui voyait genre une fille de bonne famille et qui allait parler à la famille en disant voilà j'ai un fils, ils sont bien élevés, ils ont des bons métiers, etc., etc. Et j'aimerais que votre fille, puisqu'elle aussi voilà elle a des bonnes valeurs et tout, bien que ça devienne ma belle-fille. Après ils faisaient des rencontres et une fois que le garçon et la fille en fait ils étaient d'accord. Et voilà, il voulait se marier comme ça, de cette manière-ci, eh bien, il se mariait. Et donc là, Mourtar, lui aussi, il ne voulait pas déroger eh bien, à cette tradition. Et quand elle lui propose, eh bien, de lui chercher Bint Nas, comme il dit, une fille de bonne famille pour se marier à son tour, il lui dit, bah vas-y, écoute, fais donc, et quand tu trouveras la fille, moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à la rencontrer, à discuter avec elle et voir plus si affinité, you know. Et donc, bah, la maman, elle va pas perdre plus de temps que ça, elle va se mettre directement à la recherche, elle fait l'enquête et elle tombe sur une fille, voilà, qui pourrait remplir tous leurs critères. Et donc, il décide de faire une rencontre lorsque Mourtar rentre de permission. Et il faut une rencontre des familles. Et donc, Mourtar va rencontrer cette fille va rencontrer Mourtar. Et il dit, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Comme un espèce de coup de foudre. Ils se sont directement bien entendus. Genre, déjà, physiquement, ils se sont plu. Au-delà du physique, quand ils ont commencé à parler un peu plus en profondeur, etc., d'avoir des discussions un peu plus poussées, bah, ils étaient sur la même longueur d'onde. Et donc, Mourtar et la fille, ils étaient super contents et bien de cette rencontre-là. Et au final, quand on leur demande est-ce que genre vous vous voyez marier ensemble, que vous avez envie, genre vous fiancer, et après, genre dans 6 mois, si vous avez envie de vous marier, les deux vont dire oui. Donc il dit Mourtar, à partir de ce jour-là, du jour de ses fiançailles, eh bien, que ce soit la fille ou lui, ils ne se quittaient plus au téléphone, que ce soit en appel, par message, ils étaient toujours attachés l'un à l'autre. Et il dit tout se passait bien, il était content, il était trop bien dans un bien-être, il dit indescriptible. La fille c'était pareil et ils avaient eux deux qu'une seule hâte, qui était que ces 6 mois passent et que le mariage arrive et qu'ils puissent enfin être ensemble. Et donc, il disait, là, les mois passés, tout se passait bien, que ce soit du côté de sa famille à lui, du côté de sa famille à elle. Les préparatifs du mariage, ils sont lancés. Et voilà, il ne reste plus que quelques semaines maintenant avant le mariage. Sauf que là, la mère de Mourtar va un jour parler avec sa future belle-fille en lui disant, écoute, tu sais, Mourtar, c'est un jeune soldat, donc son salaire, il n'est pas encore au niveau qu'il doit être, il a encore un petit salaire. Mais moi et ses frères et tout, on va l'aider parce qu'on veut vraiment qu'il ouvre un foyer et tout. Sauf que vous allez commencer votre vie à deux, Inch'Allah, eh bien, chez moi. Moi, j'habite dans une grande maison toute seule. J'ai juste une personne voilà, qui travaille à mon service. Et comme tu le sais, Mourtar, c'est le dernier. Donc, j'ai encore envie qu'il reste avec moi vivre. Et toi aussi, tu pourras genre vivre avec nous. Et puis, comme ça vous permettra de mettre de l'argent de côté. Et le jour où vous voulez prendre votre envol, Inch'Allah, bah, vous aurez des économies pour pouvoir acheter soit un appartement, soit une maison, soit ce que vous voudrez. Mais genre, au début de votre mariage, c'est mieux que vous restiez genre avec moi. Donc, la fille, elle était d'accord. Et quand elle rentre chez elle en parler à sa mère, eh bien, sa mère à elle va mettre un veto. Elle n'est pas du tout d'accord avec ce que vient de dire la future belle-mère de sa fille. Donc, les deux mamans vont s'appeler et il y a une petite dispute entre eux deux. Donc, la mère de Mourtar, elle va appeler Mourtar et lui, il va demander une permission pour venir voir en gros il se passe quoi et tout. Et donc, ils vont faire une rencontre des familles. Et là, les deux mamans vont vraiment aller haut dans les tons. Genre, en gros, la mère de la fille, elle va dire, moi, je veux pas que ma fille, elle habite avec toi. Je sais pas en vrai, genre, comment tu vas être. Est-ce que tu vas empoisonner la vie de ma fille? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref, dispute sur dispute, dispute sur dispute. C'est bien que, genre, il y a des frontières par la maman de la fille qui vont être, genre, dépassées vis-à-vis de la maman de Mourtar. Et là, Mourtar, il va dire, bon... Vous savez quoi? Puisque ça va commencer comme ça, genre en gros, on va mettre pause. Donc, que ce soit la fille ou Mourtar, ils étaient super dégoûtés et super tristes. Mais la belle-mère, genre la mère de la fille, elle ne voulait
rien savoir. Et plus les jours avançaient et plus en fait leur belle relation entre Mortal et la fille, eh bien elle était en train de s'éteindre et genre de mourir quoi. Jusqu'au jour où la mère de Mortal va venir le voir et dire écoute, tu sais, si ça commence comme ça, les disputes, les insultes, une mauvaise énergie, ça présage rien de bon. Donc, comme vous n'avez pas encore fait le mariage, ni rien, genre en gros, moi j'ai pas envie de cette union, j'ai pas envie que notre famille elle s'unisse avec la famille de quelqu'un qui va nous traiter comme ça, alors que on n'est même pas encore au début du mariage quoi. Donc, quand Mortal, il va entendre ça, il va être choqué, il ne sait pas quoi faire. Mais quand la mère elle va lui faire dire en fait les derniers messages de la mère de la fille qu'elle venait de lui envoyer, c'est vraiment très grave. Au-delà des insultes, tout ce dont quoi elle accuse genre la belle mère, la mère donc de Mortal, c'est très très grave et Mortal il n'a pas supporté. Et de là, il prend son téléphone et il appelle la fille et il lui dit écoute, tu sais quoi, fin, voilà, fin, plus de mariage, plus d'union entre nos deux familles, genre je te souhaite rien de mal, tu trouveras Inch'Allah quelqu'un qui sera plus à l'image que ta mère elle veut pour toi, et voilà, même si ça m'attriste, mais moi je peux tout accepter, tout tolérer, si ce n'est qu'on dénigre ma mère, qu'on insulte ma mère, qu'on rabaisse ma mère, ça c'est mort. Donc la fiancée, la pauvre, elle dit qu'elle comprend que sa mère, elle était partie trop loin et que genre en gros, si ça aurait été elle dans le cas de Mortal, eh bien elle aurait agi de la même manière parce que une mère, on n'en a qu'une et une mère, on ne la traite pas ainsi. Donc elle lui souhaite elle aussi à son tour, eh bien de trouver quelqu'un de bien et tout et voilà. Donc, Mortal, il dit quand même, il va pas mentir, c'était quand même difficile parce qu'il s'était projeté très loin avec cette fille dans beaucoup de choses, mais que lui, sa mère, c'est la plus sacrée, quoi. En gros, tu peux pas marcher sur elle. Et il n'y a pas à marcher sur les mamans des gens, ok? À partir de là, la mère de Mortal a commencé à voir que sur Mortal, à chaque fois qu'il rentrait de ses permissions de la caserne, il était déprimé, il était triste. Et elle va lui dire, bah tu sais quoi? C'est pas grave, je cherchais une autre fille, je trouvais une autre fille de bonne famille, et Inch'Allah, tu vas oublier l'autre et tout, t'inquiète même pas. Mortal, il a dit, il était comme ça, genre dépité, fait donc, pour lui, genre sa mère, elle serait incapable de trouver quelqu'un qui va lui faire oublier son ex-fiancé. Et puis au bout de quelques temps, la maman, elle a trouvé une autre jeune femme, une autre jeune fille, genre de bonne famille, à l'image qu'elle rêve pour son fils. Et quand il va rentrer, eh bien, je suis désolée de ça. Quand il va rentrer en perme, ils avaient organisé une rencontre des familles. Et là, Mortal, il était choqué parce que quand il a vu la fille, là, c'était encore plus rapide le coup de foudre que son ex-fiancé. Ils se sont directement entendus et c'était improbable. Même, il a commencé à se dire, genre, dans sa tête, si en gros, ça n'a pas marché avec la première, c'est parce que Dieu, en fait, il m'avait réservé cette fille. Donc, ils se sont directement entendus. En plus, cette jeune femme, elle était dans des études pour devenir dentiste. Et voilà, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui étaient compatibles. Elle allait avoir un brillant avenir, Inch'Allah. Lui, avec le soldat, il veut prendre du grade, lui aussi, il aura un brillant avenir. Et tout se propageait pour le mieux. Et cette fois-ci, ils ont dit en premier, genre qu'en gros, le début de vie, ils le font d'abord chez la belle-mère, le temps qu'ils mettent de côté. Et après, s'ils veulent prendre leur envol, genre, ils accepteront, ils pourront partir, quoi. Donc, la fille, elle a dit qu'elle accepte. Elle accepte de vivre avec sa belle-mère. Elle n'y voit aucun mal, au contraire. Et elle dit que, voilà, ils étaient d'accord. Ils ont commencé à parler de mariage et ils voulaient le faire au plus vite. Et donc là, Mortal, il est de nouveau fiancé et il est de nouveau, on va dire, sur pied, plus démoralisé. Il pense plus du tout à l'autre fille ni à l'autre famille. Il est super heureux et super content et il veut au plus vite et bien se marier. Donc il passe toujours, comme la première fois, des heures au téléphone, à se connaître plus avec la fille, par message et tout est super bien. Attendez, la chaise elle est bien, je vais me caler. Donc à partir de ce moment-là, la permission de Mortal est finie et il retourne à la caserne. Mais là, c'est là que les problèmes vont commencer pour Mortal. Donc ici, quand il arrive à la caserne,
d'habitude, lui, il est toujours content de retrouver ses collègues soldats. Il a beaucoup d'amis. Et il a toujours qu'une hâte, c'est de retourner à la caserne parce que c'est l'endroit où il se sent le mieux. Et il dit cette fois-ci, quand il est arrivé là-bas, bon, il était content de retourner à la caserne, mais il était moins content, genre en gros, de retrouver ses collègues. Lui, il dit qu'il était sociable, un bon vivant, blagueur et tout. Là, en gros, il dit qu'il commençait à plus les supporter et il commençait en fait à kiffer, à être tout seul. Mais à être tout seul, pas de n'importe quelle manière. À être tout seul dans des endroits de la caserne un peu reculés de tout le monde, un peu sombre. Des lieux un peu comme ça où il n'y a pas beaucoup de passages et c'est sombre. Et il dit là, ça lui faisait du bien. Il était assis, il voyait personne, il parlait avec personne et il réfléchissait beaucoup et il commençait à kiffer ça, genre la solitude. Alors que lui, comme je vous l'ai dit, c'était pas quelqu'un du tout qui était solitaire. Donc ses amis, ils n'ont pas compris, ses autres collègues soldats, pourquoi il commence à changer de cette manière-là. Donc, ils ont commencé, les pauvres, à croire qu'il avait peut-être un problème et c'est pour ça que Menazil, ça veut dire genre qu'il se met de côté. Donc ils allaient genre à sa rencontre, ils le cherchaient et quand ils le trouvaient, genre ils étaient un peu, pourquoi il est assis dans des lieux comme ça, lui il est bizarre. Et ils commencent à parler avec lui, genre t'as un problème, dis-nous, confie-toi à nous, on est tes amis, au-delà qu'on est genre des collègues, tatati. Et il dit, il les regarde genre de haut en bas et ça le saoule quoi. De leur répondre, alors il dit des fois il leur répond mais il répond vraiment furtivement, genre en gros j'ai pas envie de parler, ou des fois il dit il répond même pas et il dit bon il reste quand même autour de lui ses amis parce que ils sont inquiets de lui et il parle, il rigole, il dit lui ça lui fait mal à la tête, il est saoulé, il a envie de leur dire dégagez mais il le fait pas. Et il dit aussi quand il commence à aller dormir, il commence à faire des cauchemars. Mais c'était quoi ces cauchemars qu'il faisait? Il rêvait ses amis soldats, genre que il vient, il le tue. Alors il dit quand il se réveille de ce cauchemar, il voit la personne qu'il a rêvé, qui voulait tuer son collègue soldat, il va aller vers lui, et il va commencer à le taper, à le menacer, lui dire ouais pourquoi tu veux me tuer et tout. Et la personne elle est choquée, elle dit mais comme ça moi je veux te tuer, si dans mon rêve et tout est venu tu m'as tué, tu veux me tuer. Donc ils commençaient tous à être genre choqués de Mortal. Et en gros, il a commencé plus à être agressif envers qu'un soldat, genre de temps à autre, mais ça devenait en fait tous les soirs, il rêvait d'un de ses amis soldats qui voulait tuer. Donc le matin, dès qu'il se lève, il va vers lui, il se bat et tout. Et donc là, les soldats, ils ont commencé à en avoir marre de lui, marre de son comportement. Et donc ils ont commencé genre à s'éloigner de lui, à plus lui parler, à plus le calculer, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il était devenu du jour au lendemain bizarre comme ça. Et puis, comme ils cherchaient des problèmes avec tout le monde et dit Mortal, eh bien, ils en ont eu marre, les soldats, ils sont partis se plaindre, genre comme à l'adjudant, le commandant, leur chef, là, dans l'armée, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, un jour, le chef, il va l'appeler et il va lui dire, en gros, pourquoi tu as changé? Il se passe quoi? C'est quoi le problème depuis que tu es revenu? Tu n'es plus toi-même. Tout le monde se plaint de toi. Tout le monde en a marre de toi. Tout le monde dit que tu es violent, tu es agressif, ils ne comprennent pas. Tu parles de rêve. Raconte-moi. Donc Mortal Miskin, il commence à raconter, voilà pourquoi si t'attaques, le chef il comprend rien. Il dit, tu sais quoi, bon, permission, rentre chez toi, ressource-toi, concentre-toi sur toi et reviens après quand tu te sentiras mieux. Donc Mortal, il est dans un premier temps, il dit non, je me sens bien et tout, je veux pas rentrer parce que je vous ai dit, lui c'était vraiment passion d'être soldat quoi. Et donc il lui dit, le chef, là genre en gros je te demande pas ton avis, maintenant c'est un ordre, rentre chez toi et quand tu te sentiras mieux, tu reviens parce qu'en gros tu perturbes trop la caserne. Donc il a dit, il a fait ses affaires, il est rentré chez lui. Et à partir de là, ça continue dans l'incompréhensible et vous-même, vous allez commencer à rien comprendre, mais surtout à paniquer. Donc il dit quand il est rentré chez lui, ça c'est les vendeurs ambulants, je ne sais pas si vous allez entendre. Donc quand il est rentré chez lui, il dit, dès qu'il est arrivé chez lui, il a senti Ketma, ça veut dire il a senti comme un poids
il était dégoûté de la vie, dégoûté d'être rentré chez lui. Puis il dit ça, c'était rien encore. Il dit parce qu'il passait maintenant le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre, alors que lui, quand il rentrait chez lui, il voulait passer le plus clair de son temps avec sa mère. Et quand il venait lui visiter les frères et sœurs, mais là, il voulait voir ni sa mère, ni personne de sa famille. Et il dit donc sa mère, elle était inquiète. Et quand elle venait, elle ouvrait la chambre pour voir s'il avait besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il avait, s'il avait besoin de parler. Il dit à peine sa mère, elle ouvrait la porte de sa chambre, qu'elle mettait sa tête, qu'elle lui disait salam, mon fils, il t'arrive quoi et tout, la pauvre, elle veut savoir. Il dit, il se mettait à lui crier dessus, à l'insulter, à lui donner des ordres, genre en gros, ferme la porte, dégage et tout, à être super violent envers elle. Et elle était choquée, elle se mettait à pleurer. Et alors qu'elle a dit jamais, ô combien jamais, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre de ses frères et sœurs, on parlait de manière violente, virulente, mal, tout simplement, à la mère. Et surtout lui, parce qu'il dit comme c'était le dernier, il était très, très, très attaché à sa mère. Mais jamais, 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 il avait haussé le ton sur elle ou bien lui avait manqué de respect et tout, il ne connaissait pas. Et donc, il dit, et donc, à part les disputes, maintenant, il va commencer à voir que ce soit sa mère et ses frères et sœurs quand il veut venir lui parler, savoir ce qu'il a, et bien aller voir dans des images qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'il voyait sa mère avec une tête qui fait flipper, ses frères et sœurs avec des têtes qui font flipper. Et donc il dit qu'il avait tellement peur de ce qu'il voyait, et bien qu'il se mettait à hurler de toutes ses forces, à les pousser et à sortir de la maison et à partir en courant en pleine nuit, en cherchant où aller, si ce n'est qu'il sait qu'il doit s'éloigner d'eux parce que leur image est apeurante. Donc Mortal nous dit que quand il sortait de chez lui et il se mettait à courir en cherchant où aller, il se retrouve toujours soit dans des lieux abandonnés, genre des maisons où il n'y a plus personne qui habite, des corps de ferme abandonnés, des vieilles granges et tout, ou bien il se retrouve genre qu'en mode dans des forêts, dans des clairières, mais toujours en ne sachant pas genre comment il est arrivé à ces endroits-là. Et donc il nous dit qu'un jour, une nuit, donc Cappuccinette, il nous dit qu'une nuit encore, il y a une grosse dispute entre sa mère, ses frères et ses sœurs. Et là, il a commencé encore à les voir dans une image vraiment apeurante. Donc il a hurlé, il nous dit une nouvelle fois, et il sort de chez lui en courant, et il dit, il a couru, et là, il arrive, quand il dit, il revient à lui, il voit qu'il est dans une espèce de forêt, mais genre, en gros, c'est loin de chez lui. Jusqu'à même, dites-vous, il se demande comment, en fait, il est arrivé à ces endroits-là. Parce que genre, à pied, c'est impossible. Donc, il dit, quand il a vu dans l'endroit dans lequel il était en panique, c'était la nuit noire, il n'y a que quelques étoiles et un tout petit peu la lune qui éclaire les lieux, mais ça fait peur. Il y a les bruits des animaux de la nuit, là, il est dans la forêt, il est tout seul, il n'a même pas son téléphone portable pour pouvoir appeler quelqu'un à l'aide de sa famille. Il est en flip, il est en panique, parce qu'il dit en plus, c'est toujours quand il ouvre ses yeux qu'il découvre, genre en gros, les endroits dans lesquels il est, et même jusqu'à même les parties se demander si ce n'était pas des gens en fait qui le prenaient, qui le jetaient dans ces endroits-là, tellement qu'en fait c'est incompréhensible, il n'y a pas de tefsir, genre il n'y a pas de quelque chose de clair qui va te faire comprendre que ah oui, c'est possible. Non, tout ce qui se passe là, c'est incompréhensible. Il dit genre en gros s'il n'avait pas Gaoui, ça veut dire en gros s'il n'avait pas son cœur fort et que genre il n'a pas trop paniqué et tout, jusqu'à aujourd'hui il ne nous aurait jamais raconté toute l'histoire que je vais vous dire parce qu'il serait devenu vraiment fou. Donc il est dans cette forêt, il fait nuit noire, il est tout seul et là Miskin il ne sait pas quoi faire, il regarde à gauche, à droite, il trouve aucune solution, aucune idée. Et il a peur genre de s'aventurer parce qu'il ne sait pas dans quel sens partir, dans quelle direction. Donc il va se dire quoi? Il va se dire, tiens, je vais genre m'adosser à un arbre, rester éveillé et prier et espérer que cette nuit-là, elle passe très vite. Et une fois que les premières lueurs du jour vont se lever, je vais me lever et genre je vais commencer à trouver le chemin, la direction de ma maison. Et il faut savoir aussi qu'il se rappelle cette dispute avec sa mère et tout, et il s'en veut, donc il veut toujours au plus vite après les disputes qu'il a avec sa maman, bien rentrer chez lui et demander pardon à sa mère, et genre en gros lui dire qu'il n'était pas lui, il n'était pas lui-même, il ne sait pas pourquoi il lui a mal parlé, donc il lui demander genre pardon parce qu'il voit sa mère dans sa tête, qu'elle était triste, qu'elle était dans la compréhension, et il s'en veut à mort.
Donc là, il est adossé à cet arbre et il n'est pas bien. Et il essaye de comprendre comment il arrive à cet endroit. Il repense à sa mère, il pense à ses frères et sœurs. Quand tout d'un coup, il va être coupé dans ses pensées. Parce que il va commencer à entendre Mortar, Mortar, Mortar. Ouais, il y a Mortar, genre en gros, Mortar, Mortar. Mais t'es où Mortar? Et qu'il l'appelle avec cette voix-là. Mortar, Ibli Mortar, Mortar, Mortar. C'est sa mère. Donc, Miskin, quand il entend la voix de sa mère, d'un côté, il est rassuré, et de l'autre, il commence à se dire, mais comment sa mère, genre en gros, elle est venue jusqu'à là, c'est vraiment une mère, elle le cherche et tout, et il n'est pas bien, il s'en veut, et donc, il se lève d'un coup, il dit, et il commence genre à mettre son oreille comme ça pour savoir, en gros, la voix de sa mère, elle vient de quelle direction. Donc, à partir de là, Cappuccino Cappuccinette, il va se mettre debout, et il regarde comme ça de ses yeux au loin, voir s'il voit sa mère. Et là, quand il a entendu Mortar, Mortar de la voix de sa mère, il se dit quoi dans sa tête? Il se dit sa mère, elle est là, ainsi que ses frères et sœurs, les pauvres, ils sont en train de le chercher et tout ça. Et donc, il commence à répondre. Maman, maman, t'es où? Maman, maman. Il est vraiment pas bien. Et à force, lui dit maman, maman, et ben sa mère, elle lui répond Mortar, Mortar. Et il cherche Miskin comme ça de son regard où elle peut être. Donc là, il cherche partout quand tout d'un coup, à même pas genre 10 mètres, comme je vous ai dit, il voit sa mère. Mais il voit sa mère, genre en gros, il la reconnaît, parce qu'elle, malgré que celle-ci, elle est de dos, et elle lui dit, mais t'es où, t'es où? Et lui, il répond chaque fois, mais je suis là, maman, je suis là, Miskin, tu vois, il est vraiment pas bien. Et il voit la main de sa mère, parce que sa mère, elle pense en gros il est dans la direction dans laquelle elle est de dos, donc elle fait comme ça avec sa main et il comprend genre en gros qu'elle est en train de lui dire de s'avancer, de venir. Donc Mortal, il dit quand il voit ça, il commence genre à marcher en direction de sa mère pour en gros la prendre dans ses bras et lui dire de lui pardonner, de l'excuser et qu'ils rentrent tous ensemble dans la joie, on va dire, et la bonne humeur à leur maison. Mais si c'était comme ça, ça sert à rien que je fais des vidéos. Donc là, Cappuccino Cappuccinette Mortar Miskin, il avance en direction de sa mère et en même temps, quand il est en train de marcher vers elle, eh bien, il regarde à gauche, à droite, il va voir ses frères, ses sœurs, quelqu'un de sa famille autre que sa mère, genre. Et donc là, il dit, plus il s'approche de sa mère, plus il ressent une chaleur bizarre dans l'atmosphère, mais aussi, il ressent dans son cœur et dans son corps, genre, comme un danger, comme de la chair de poule, d'une angoisse. Il ne comprend pas pourquoi, en gros, il ne se sent pas bien d'un seul coup. Et il dit sa mère, elle était toujours genre de dos, elle ne s'était pas retournée. Et genre, en gros, là, il commence à être pas bien. Et là, donc là, il est de plus en plus proche et il se dit si sa mère, elle ne s'est toujours pas retournée à cet instant-là, c'est parce qu'elle devait encore genre lui faire la tête. Parce qu'elle l'a fait sortir à cette heure-ci, dans un endroit pareil, et qu'elle devait quand même encore bouder, être énervée. Et donc, il avait qu'une hâte, c'est genre arriver et la prendre dans ses bras et lui dire pardon et tout ça. Et il dit là, il est proche d'elle, ça y est, elle est toujours de dos, il va pour toucher genre son épaule, pour lui faire comprendre qu'il est là, qu'elle se retourne. Et là, il dit, il n'a même pas posé sa main, genre sur l'épaule à sa mère, que sa mère, genre en gros, elle s'est retournée. Et que là, lui, il va reculer en hurlant, puisque vous avez compris qu'en face de lui, même si ça avait la forme de sa mère, eh bien, ce n'était pas elle, mais c'était une shaitana, genre c'était une démon. Il dit qu'elle avait des yeux rouges et une tête horrible, effroyable. Il a dit, genre en gros, il a fait sur lui tellement qu'il était dans la peur, tellement qu'il était pas bien, il a paniqué, il a hurlé et ça le regardait avec un sourire horrible. Pourtant, il nous dit que c'était bien la voix de sa mère et c'était sa forme et qu'il était sûr pour lui à 100% que c'était elle. Mais là, face à cette image, il sait que genre c'était pas sa mère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Mortal à partir de ce moment-là? Donc Mortal, il nous dit qu'il a hurlé, il est tombé au sol, il a cette image, il est pas bien. Et il dit, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il est en panique, mais il dit qu'il rassemble toutes ses idées dans sa tête et surtout son courage. Et il se lève et il dit, il se met à courir. Et il dit là, il est en train de courir et il entend genre qu'il se fait courser,
Mais genre, c'est pas comme lui, ça fait pas des bruits de pas, des bruits de pieds, non. Lui, ça faisait des bruits comme si en fait il était en train de se faire pousser par un cheval. Les pas qu'il entend, ça faisait comme ça. Et il dit, il court, il se retourne pas. Et il dit, quand même, ça continue à l'appeler Mortal, Mortal avec la voix de sa mère. Mais il dit, Wallah, je me retourne pas. Et il s'est pas retourné. Et il est là, il cavale, il se fait courser. Mais genre, en gros, alhamdoulilah, genre, il va pas se faire attraper. Et il court. Donc il est là, il court. Et il va rester à courir comme ça le plus rapidement possible jusqu'à genre, alhamdoulilah, il va sortir de cette forêt. Et il va commencer à voir un peu au loin, genre, des phares de voiture. Et il voit, genre, en gros, il est sur une route. Donc il commence à faire des wow, arrêtez-vous, appeler à l'aide et tout. Et genre, le conducteur, il est là tranquille, il conduit. Et là, il voit quelqu'un qui sort de nulle part. On est en pleine nuit, qui est pas bien, qui transpire, qui est sale avec la course dans la forêt. Dès là, t'es en panique. Genre, alors cette voiture, elle approche, il dit Mortal, mais quand cette voiture, elle s'est approchée, en fait, plus elle s'approchait, plus en fait, le conducteur, il appuie sur l'accélérateur et par personne ne s'arrête. Il dit, il y a plusieurs comme ça voitures à la suite qui vont passer et qui vont pas s'arrêter. Et il dit, en gros, genre, il en veut même pas parce que ce serait lui-même dans cette situation, il se serait pas arrêté. Parce que face à ça, en pleine nuit, genre, en gros, tu peux ne pas être rassuré et c'est tout à fait compréhensible. Mais il a dit il était démuni, il voulait juste au moins qu'une seule voiture s'arrête et qu'elle lui laisse juste une chance d'expliquer sa situation et de lui venir en aide et de l'emporter le plus loin possible et plus vite de cet endroit-là. Et il dit, à un moment donné, là, il y a un camion qui arrive et là, Mortal, il se dit, non, je reste plus sur le côté et il se met au milieu de la route et il fait des grands signes comme ça et donc le camion, il a dû freiner et il est resté comme ça, genre le camionneur, à regarder, respirer fort. Et puis Mortal, donc il décide tac de faire le tour jusqu'à la fenêtre passager. Et donc là, le camionneur, il dit, j'ouvre pas. Et il appuie quand même sur le bouton ouvrir la fenêtre et il dit directement, Enta ens ou Jenna ou de genre, t'es un humain ou t'es un truc chelou. Donc Mortal, il dit face à cette question, il a répondu en bégayant, je suis un humain. Donc là, le camionneur, il dit, mais tu fais quoi ici à cette heure-ci? Il t'arrive quoi? Il dit, il n'arrivait pas à parler, Mortal, tellement il était traumatisé. Et il lui dit, tu veux quoi, le camionneur? Il dit, ouais, je veux retourner en ville. Est-ce que tu vas en ville? Le camionneur, il lui dit, ouais, je vais en ville. Il lui dit, s'il te plaît, je t'en supplie, emporte-moi d'ici, ramène-moi et tout. Donc là, le camionneur, il le regarde et il a pitié de la situation de Mortal et donc il va dévoiler les portes et dire à Mortal de monter. Mortal, il monte et il voit que le camionneur, il appuie vite sur l'accélérateur et il part. Et le camionneur, pendant quelques minutes, il est silencieux, Mortal aussi. Quand le camionneur, il va rompre le silence. Il va commencer à lui dire, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas, là, en pleine nuit comme ça? Qu'est-ce que tu fiches là-bas? Et puis, Mortal, il le regarde, il est gêné, quand même le camionneur, il a un certain âge. Donc il a dit, il n'a pas répondu. Il voulait pas lui dire, ouais, voilà, qu'il a vu une jeune, il a vu une shaitan, un démon dans la forêt, qu'elle l'a coursé, qu'elle l'appelait avec la voix de sa mère, qu'elle avait la forme de sa mère. Il voulait rien dire. Il a rien dit. Il a dit, il est resté silencieux. Et là, il regarde le camionneur, genre en gros, comme si le camionneur, il sent que Mortal, il a vécu quelque chose de grave, qu'il a vu quelque chose qui n'est pas normal, et peut-être qu'il est sous le choc. Mais il continue quand même, le camionneur, de parler, et lui dit, mais tu sais pas, toi, cette clairière, cette forêt là où t'étais, nous-mêmes, on passe là parce que genre, en gros, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre route, mais nous, cette route, si on peut l'éviter, si on peut la faire fermer même par l'État, on ferait tellement que c'est un endroit, genre, on connaît tous, c'est connu, que c'est un endroit habité. Donc Mortal, quand il a entendu une route à un endroit habité, il était choqué et il regarde le camionneur et le camionneur il poursuit en disant à chaque fois, toujours après minuit, souvent, même moi j'ai vu de mes yeux, et une femme qui se met sur le bord de la route et qui demande de l'aide, qui est pas bien, et quand genre on s'arrête à son niveau, une fois qu'on a arrêté à son niveau, on s'aperçoit genre que c'est pas une humaine et elle rigole et elle disparaît. Mortal là il dit c'est sûr que c'est ça que j'ai vu dans la forêt. Donc le camionneur il continue à parler avec Mortal et il lui dit genre en gros mais t'étais vraiment pas au courant que c'est un endroit vraiment pas fréquentable, que c'est un endroit qui est habité, que c'est un endroit si, et il dit juste Mortal il faisait de la tête non. Et là le camionneur
il va rajouter une autre information qui va faire paniquer Mokhtar. Il va lui dire qu'il y en a plein, en gros, qui se sont retrouvés là-bas, des automobilistes, et quand ils ont vécu cette scène, ils sont devenus fous jusqu'à aujourd'hui, parce que cette femme, elle leur faisait vraiment peur. Donc Mokhtar, il était en panique, et là, le conducteur, il va le regarder, et il va lui dire, mais t'es sûr, genre, en gros, tu l'as pas vu? Genre, en gros, il était persuadé, le camionneur, que dans l'état dans lequel il était, Mokhtar, transpirant, haletant, genre, respirer comme ça, là, il était au bout de sa vie. Pour lui, genre, en gros, il l'a vu, et c'est pour ça qu'il était dans cet état-là, et il n'y avait que cet état-là, à cet endroit là-bas, qui pouvait expliquer, en fait, Mokhtar et sa peur dans laquelle il était. Et Mokhtar, il va pas, genre, dire au camionneur, rien du tout. Il va juste répondre, ah non, j'étais pas au courant que cet endroit, il était habité. J'étais même pas au courant que c'était pas fréquentable. Moi, je suis quelqu'un qui est un soldat, donc je fais beaucoup de sport. Et j'ai voulu, genre, faire comme une petite randonnée, et je me suis perdue. Et je me suis perdue tout simplement, et j'avais pas mon téléphone portable avec moi. Et voilà, j'ai marché jusqu'à trouver cette sortie là où tu m'as trouvé. Et moi, de toute façon, toutes ces histoires-là, moi, je n'y crois pas. C'est des khurafat, ça veut dire ça, c'est des contes qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Mais nous, on a passé ce cap-là depuis bien longtemps. Et je te signale qu'on n'est plus dans les siècles d'avant, mais maintenant, on est dans les temps modernes. Donc, le camionneur, il a rigolé, il l'a regardé en mode... Ouais, tu vas pas me la faire à moi, mon coco. Donc, il a dit, une fois qu'il est arrivé en ville, il l'a déposé au début de son quartier, et le camionneur, il l'a regardé et il est parti. Et là, il marche, il dit Mokhtar jusqu'à arriver devant sa maison. Mokhtar, il nous dit que quand il est arrivé devant la porte de chez lui, il a frappé à la porte, il a sonné, vient lui ouvrir sa mère. Bon, il dit là qu'il a vu sa mère, il était en panique. Il n'était pas bien et ça lui a remis les flashs de ce qu'il a vécu dans la forêt. Il n'était pas trop à l'aise en présence de sa maman. Mais la maman, elle, la pauvre, elle est au courant de rien. Elle était juste en train de pleurer et de dire à Mokhtar, mais pourquoi toujours tu t'enfuis? Regarde, tes frères, ils sont sortis à ta recherche. Tout le monde est inquiet et toi là, t'es là. Et regarde en plus dans l'état dans lequel t'es. Pourquoi t'es tout sale comme ça? Pourquoi si? Donc il a dit là, il était sûr et rassuré quand même que c'était sa maman. Mais il ne lui a pas montré. Il a dit, il ne m'a même pas répondu. Il ne voulait pas lui répondre. Il a dit, il a contourné, genre en mode, et il est monté directement dans sa chambre, au pas de course, et il s'est enfermé à clé et il n'a plus bougé. Donc là, il dit, il était tellement fatigué, il voulait tellement oublier ce qu'il avait vécu, surtout qu'il se demandait, mais est-ce qu'il a vraiment vécu ça et tout? Est-ce que c'était pas son imaginaire avec tous les problèmes qu'il a en tête en ce moment, qui lui joue des tours, qu'il a dit, genre, il va s'allonger. Il va dormir, Inch'Allah, demain au matin, il va s'apercevoir que tout ça n'est pas vrai, que tout ça était un cauchemar un peu trop réel à son goût, mais que voilà. Donc, il a commencé à s'endormir, il dit, il commence à bien partir, genre dans le sommeil, quand tout d'un coup, il va être coupé. Pourquoi? Il dit, il commence à ressentir dans son pied, genre comme ça, tac. On est en train de lui faire une pression, jusqu'à qu'en fait, ça lui tord, genre ses orteils, il a mal, jusqu'à ça lui fait une pointe dans le cœur. Il dit donc là, il commence à bouger son yep comme ça, et il va ouvrir les yeux. Et là, Cappuccino, quand il a ouvert les yeux, en fait, il voit une forme qui est en train de tenir son pied, d'appuyer, de lui faire mal. Et là, il a dit, quand il a vu ça, il a commencé à se débattre avec cette chose pour dégager son pied au plus vite. Il s'est débattu, il a dit jusqu'à blam, alhamdoulilah. Il a enlevé son pied, il a dit directement. Il s'est levé, il cherche quoi? Il cherche l'interrupteur pour allumer la lumière et voir c'est qui en fait qui lui fait mal. Et bim, quand il a allumé la lumière, Menofil, le Ghurfa Ma'a, qui est avec lui dans la chambre, enfermé, je vous rappelle, à clé, là tout de suite. Je sais, vous savez, c'est la femme, la chose à l'eau de Bilal qu'il a vue dans la forêt, qui s'était mise à rigoler et à le regarder, et genre, elle était trop bizarre. Donc il a dit là, il a eu peur. Il n'arrivait même pas, il a dit, ni à dire à l'eau de Bilal, ni à réciter des protections, ni à réciter du Coran, ni à crier, rien du tout. Il a dit, elle a arrêté de rigoler, elle a regardé avec une tête qui fait vraiment peur. Et elle s'est mise, il dit, à courir, bam, 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 direction de la fenêtre de sa chambre. Et elle est sortie, elle est partie. Mais il dit, attends, elle est partie, elle était là, mais elle est partie. Par la fenêtre, je vous dis par la fenêtre. Mais la fenêtre, Cappuccino, Cappuccinette, à cet instant, elle est fermée.
comment elle est sortie. Donc là, il a dit, il n'y avait plus de doute. C'était pas de l'imaginaire. En fait, c'est juste que c'est pas une humaine. Donc il a dit, là qu'il a vécu tout ça, il s'est rappelé la forêt, plus là, il a dit, il est resté dans un coin de sa chambre, genre comme ça, prostré, à trembler, ne pouvant même pas appeler ni sa mère au secours, ni ses frères et sœurs qui entendaient qu'il était bien dans la maison. Il a dit, il est resté comme ça. Il a fait sur lui jusqu'au matin. Donc là, Cappuccinette, il nous dit, Mortal, à partir de ce moment-là, son état physique, mental, il a commencé à se dégrader de jour en jour. Il se sentait mal, il vivait des choses, il dit, de fou, c'était pas possible. Là, il a dit, quand il raconte, il se rappelle, il a encore des frissons, il a peur, comme quand il vivait ce qu'il était en train de vivre d'apeurant. Il dit donc sa mère, elle a commencé à remarquer que son fils, il n'était pas normal. Et elle a dit, elle venait des fois pour lui lire du Coran dessus, pour parler avec lui, pour lui dire, je vais te ramener chez un imam, pour lui dire, je vais te ramener chez un cheikh. Mais il a dit, lui, il a commencé en fait à voir, comme il voyait sa famille avec des têtes pas normales, qui faisaient peur et tout, il a dit, il a commencé à avoir peur de eux tous et il voulait absolument pas en fait que sa famille, sa mère, personne genre ne l'approche. Et donc il dit, quand sa mère elle dit, je vais te ramener là, ou je vais lire sur toi ou quelque chose, il a dit, il se mettait à l'insulter, à s'énerver contre eux tous. Et quand c'était trop pour lui, il a dit, encore une fois, il sortait de la maison en pleine nuit, il partait en train de courir et se retrouvait, quand il se réveille, genre de l'état dans lequel il était, qui revient à lui-même, il se retrouvait encore dans des endroits improbables et genre en gros des endroits où s'il était lui-même dans les instants où il se sauve, eh bien jamais il lui aurait mis les pieds. Donc Cappuccinette, Mortal, il continue son histoire en disant qu'encore une fois, une autre nuit, là il n'y avait pas ses frères, ses soeurs, là il était qu'avec sa mère à la maison. Il y a eu une grosse dispute encore entre les deux et il avait encore dans une image qu'il a eu peur. Et donc il a dit, il sort encore, il court, il ne sait pas où il va. Et il dit quand il s'est réveillé, qu'il est revenu à lui, en fait quand il a ouvert les yeux comme ça, il sent qu'il était sur un sol. Et quand il s'est redressé, il a mieux ouvert ses yeux, il va s'apercevoir de quoi? Il va s'apercevoir, c'est grâce à ces détails-là de l'histoire Cappuccinette que j'ai décidé de vous tourner cette vidéo, parce que là, vous n'allez pas en croire vos oreilles, et bien qu'il est en plein milieu d'un cimetière, du cimetière de sa ville, qui se trouve assez loin de la ville quand même, dans un endroit excentré de tout. Seules les étoiles et la lune éclairent l'endroit. C'est très brumeux, film d'horreur. Et là, Miskin, il s'assoit comme ça, il est au sol, et il regarde partout, et il se demande comment il a fait pour arriver encore une fois à cet endroit. Et il est en panique, il n'est pas bien. Et là, c'est cimetière en pleine nuit, tout seul. Et tu sais même pas, en plus, le pire, comment t'es arrivé à cet endroit-là. Donc là, il a dit encore, la panique, elle a commencé à l'envahir. Il n'est pas bien. Il n'y a aucune âme qui vive. Et surtout, qui va aller en pleine nuit, s'il vous plaît? Eh bien, dans un cimetière, si le pauvre miskin, c'est pas son état d'inconscience ou les choses, en fait, qui le guident, qui le poussent vers ces endroits-là. Et il dit, là, il n'était pas bien. Il se rappelle encore la dispute et tout. Et encore, il se sent du remords. Il se sent mal. Quand là, miskin, il regarde à gauche, à droite, il n'est pas bien. Là, il se dit, il ne peut pas rester ici. Donc, Miskin, il va se lever parce qu'il a regardé partout, genre en gros, et il voyait personne. Et il faut savoir, en fait, en plus que ce cimetière-là, eh bien, tellement, en fait, il date, ils enterraient plus les gens là-bas, mais ils avaient fait un autre cimetière. Donc, imaginez-vous comment le cimetière, il est ancien. Et donc, il dit, à partir de ce moment-là, il commence à marcher, il regarde partout, Miskin, il n'est pas bien. Quand il va apercevoir au loin dans le cimetière, genre comme une lumière, mais genre une lumière, mais toute petite comme ça. Et il se dit quoi? Il se dit, tiens, peut-être il y a des gens, je vais demander de l'aide et tout, je ne veux pas rester tout seul, en tout cas ici. Et il dit, plus il avance vers la lumière, et là, en fait, il va s'arrêter puisqu'il va voir 5 personnes. Hommes comme ça, normaux, avec des visages comme vous et moi, qui est en train de parler entre eux, mais il dit, il comprend pas, il n'entend pas, en fait, ils sont en train de se dire quoi. Mais quand il a regardé genre par terre, parce qu'en fait, les 5, ils avaient la tête baissée, en fait, il y avait comme un corps sur une civière.
Et il dit, regarde, genre, il comprend pas, c'est le soir, lui, il sait que, genre, en gros, dans la religion, on n'enterre pas pardon d'une nuit. Ça lui paraissait bizarre, mais il se dit peut-être que, ouais, genre, il va pas chercher plus. En tout cas, il a trouvé, genre, des humains comme lui qui vont l'aider. Et donc, il se dit, bah, j'y vais pas, quoi. Il va voir un des 5 hommes, genre, en gros, qui va lui dire de venir. Il va l'appeler. Donc, ça va rassurer, genre, Murtal, il va se mettre à avancer vers ces 5 hommes. Il dit Cappuccino, Cappuccinette, genre en gros quand un des 5 hommes il lui a fait le signe comme ça de venir, et ben eux ils avaient commencé les choses genre à marcher en portant comme ça le corps et tout. Et il dit bah il s'avance et genre en fait il a compris genre en gros comme si on demande à Murtal de venir aider à porter ce corps pour être enterré. Donc il dit directement bah il s'est placé genre devant et il portait comme ça et il marche. Et il dit, plus il marche, plus il avance dans le cimetière. Je vous rappelle, c'est la nuit. Et tout, plus lui-même, dans sa tête, il sait, genre, qu'il n'y a plus d'enterrement dans ce cimetière, mais il ne cherche pas à comprendre. Lui, il est rassuré parce qu'il y a des gens avec lui. Et il se dit, là, plus il marche, plus en fait son épaule sur quoi, la barre là, de la civière, où il y a le corps à aller poser, plus ça lui fait mal, plus ça devient lourd. Et il dit même, tu vois, si c'est un soldat, il fait de la musculation et tout, bah, ça lui fait mal parce que le corps, quand il meurt, c'est lourd. Et genre en gros là, de nuit, dans l'incompréhension, dans la peur et tout, c'est encore pire. Donc il se dit dans sa tête qu'il va se retourner pour dire au mec qui porte le corps avec lui, genre équilibrez-vous, puisque là je peux pas tout porter genre moi tout seul. Et donc là, il se retourne et là Murtal il bug. Pourquoi il bug? C'est à cause de ce détail là que je vous ai fait cette histoire. Il bug parce que genre, il n'y a personne. Il n'y a pas les 5 hommes là qui portaient le corps, qui l'ont dit, ils ne sont pas là. Il n'y a que le cimetière, la nuit, la brume, l'horreur. Et là, il panique. Donc il glisse comme ça, genre en mode il est choqué, et il entend genre le boum, genre la civière avec le corps qui est tombé, mais lui il est en panique. Et lui il dit, quand ils ne sont pas là les 5 mecs, il se dit quoi? Il se dit, ah, ça se trouve, ils ont tué le mort là, c'était des tueurs, ils allaient pour l'enterrer, et genre ils m'ont fait un coup, et ils sont partis sauver, et moi je me retrouvais genre avec un crime sur le dos, un meurtre sur le dos, alors que j'ai rien à voir. Donc il a paniqué, Miskin, il s'est reculé, mais là quand il s'est reculé, il a regardé genre pour voir genre s'ils avaient tué un homme, s'ils avaient tué une femme, c'était quoi ça? Là c'est vraiment le vrai choc, parce que devant lui, il n'y avait plus la civière, il n'y avait plus le drap, le corps, il y avait pas ça du tout. Là en fait, là ce qui est à ses pieds, le boum qu'il a entendu qui tombait, c'était quoi? C'était un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. En fait, il portait un tronc Miskin sur son épaule. Donc là, Murtal, il nous dit quand il a vu ça, il était en panique, il n'arrivait pas à y croire. Il a dit il n'arrivait tellement pas à y croire, tellement pas à comprendre comment c'est passé de ça à ça. Ils sont passés où les autres? Parce qu'il dit en gros, il les aurait entendus courir. Il les aurait aperçus sauver. Non, là, il n'y a rien eu. Il a dit là, il s'est baissé. Il a touché comme ça et c'est vraiment un trou. Donc là, il était en panique. Il a commencé à respirer fort, à pleurer, à comprendre qu'en fait, eh bien, ces choses, comme vous l'avez compris, c'était pas des humains. Même s'ils avaient pris la forme, le visage tout humain, c'était pas des humains. De la Cappuccino, Cappuccinette, Murtal, Miskin, il a dit, il a commencé à crier et à courir. Il a dit, imaginez-vous, juste vous, à sa place, courir au milieu de la nuit, en plein cimetière, en sachant même pas comment vous êtes arrivé à ce cimetière-là. Vous êtes en train de courir, vous êtes perdu. Il dit pendant sa course, en plus, il se tourne à gauche, à droite, parce qu'il dit, ouais, si c'est des choses qui n'étaient pas humaines, elles vont sortir de quel endroit? Et si c'est des humains, peut-être ils vont sortir, ils vont lui faire du mal. Miskin, dans sa tête, il a dit toutes les idées les plus sombres et les plus noires, elles se bousculent. Il a dit, il est perdu entre toutes ces tombes. Il court, il court, il court. Il dit jusqu'à un moment donné, bam, il tombe. Il tombe où? Il tombe dans un trou d'une tombe. Et la Miskini dit, quand il est tombé dans le trou de cette tombe, il a dit, il a eu mal, il était en panique, il criait, il n'était pas bien. Mais il dit, ce qui va rajouter de la peur,
c'est que en regardant comme ça, il sait qu'il est dans le trou d'une tombe. En regardant comme ça, en fait, avec la douleur, il voit dans le coin du trou dans lequel il est des yeux rouges et il comprend tout de suite c'est quoi et surtout c'est qui. Et je pense que vous avez compris aussi. Celle qui est en train de le regarder, eh bien c'était celle qu'il a vue dans la forêt, mais aussi dans sa chambre. Donc là, il a dit, il a commencé à crier, à crier, à crier. Et il s'est relevé et il dit, en même temps que lui, il crie, il y a des chiens. Il dit, c'est même pas ils sont où. Il commence à aboyer de toute leur force. Donc, Cappuccinette Mortal, il nous dit que là, dès qu'il a commencé, en fait, eh bien, à entendre les chiens, il a vu que cette chose, elle a disparu. Donc il a dit, il a eu du mal, mais il s'est agrippé à tout ce qu'il pouvait pour sortir de ce trou, mais il avait mal à la jambe en fait. C'est comme si un peu, c'était, vous savez, comme une entorse, quelque chose. Il a dit, il s'en fout. Il a appuyé quand même à chaque fois qu'il marchait dessus, qu'il courait un peu. Et ben, ça lui faisait mal, mais il a dit, il ne peut pas rester comme ça. Et il essaye de rejoindre quoi? Il essaye de rejoindre, eh bien, le son des chiens, parce qu'il remarque qu'en gros, ça avait peur des chiens. Et il veut en fait s'approcher d'eux, genre comme le pauvre doit trouver une protection. Donc il dit, il marche, il a vu les chiens et les chiens en fait, c'est comme s'ils se sont mis à marcher devant lui et lui il marchait derrière eux et genre en gros c'est comme si ça lui a montré la sortie, mais après c'est pas les chiens, ils sont partis d'un coup. Donc il a dit qu'il a été protégé par Rabbi, il a remercié Dieu et il a dit, il a marché avec la douleur, marché, il est arrivé chez lui, il a dit au moment où ça a dit Allah Akbar, la prière du Fajr, la prière de l'aube, ça a fait l'Eden. Il arrive devant la porte de sa maison, il frappe à la porte, sa mère elle ouvre, mais ce qu'il a une nouvelle fois la porte à son fils et elle pleure toujours parce qu'elle se demande toujours en fait dans quel état va retrouver son fils et là il était plein de terre, en train de transpirer, pleurer sur son pantalon, ça se voit qu'il a fait sur lui tellement qu'il avait peur. Mais ce qu'il a, quand elle l'a vu, elle était dévastée. Et de là, Cappuccina, donc sa mère, elle lui dit, mais pourquoi tu me fais vivre ces épreuves? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi toujours tu veux m'inquiéter pour toi? Regarde dans l'état dans lequel tu es. Où il dit, genre, mon fils, pourquoi t'es comme ça? Astaghfirullah, elle commence à pleurer, elle appelle Dieu à l'aide et tout. Et il lui répond pas parce que lui il était encore dans la peur, dans la panique, dans l'incompréhension, dans tout ce qu'il venait de vivre. Il était mal, tout le chemin qu'il s'est tapé de l'entrée de la ville, là où il y a le vieux cimetière, jusqu'à sa maison à pied avec la douleur. Il a dit qu'il n'avait qu'une seule idée en tête, c'est arriver à sa chambre, se mettre dans son lit, s'allonger et dormir et oublier tout ça. Il a dit, il a contourné une nouvelle fois sa mère, il lui a dit, ni il s'est passé quoi, ni rien du tout. Ni excuse-moi, ni rien, il a dit. Il est monté dans sa chambre, il a fermé la lumière, il a dit, il est tout poussiéreux, tout plein de terre, tout transpirant avec son urine. Mais il a dit, il était tellement fatigué qu'il a même pas pu dire, je vais prendre une douche, je peux pas me mettre comme ça dans le lit. Il a dit, c'est jeté dans le lit. Et il a commencé à fermer ses yeux et à vouloir oublier tout ce qui lui est arrivé et juste à dormir. Et là, il dit, comment ça? Dormir, partir dans le sommeil, quand ici, il sent une douleur, un poids, comme si genre il y a quelque chose qui est assis sur lui. Oh, il a mal, il s'est passé quoi? Alors il va décider de ouvrir les yeux, il les ouvre, et plus il les ouvre, et là, Cappuccinette devant lui, assis sur lui, en train de le regarder comme ça, avec des yeux rouges en face de sa tête, pencher la tête comme ça. Il voit quoi? Il voit la femme qu'il a vue dans la forêt. La femme qu'il a vue dans le trou de la tombe. La femme qu'il a vue dans sa chambre, encore une fois dans sa chambre, mais plus debout sur le bord de son lit, au pied de son lit, mais elle s'adresse sur lui, assis en train de le regarder. Et là, il dit, il ouvre la bouche, il crie, mais il dit, ça fait ça. Alors qu'il est en train de crier, ça fait ça. Cappuccinette, il dit qu'il est là, il sent que le cri, genre, il part vraiment de son ventre et que quand il va sortir par sa bouche, ça va être un cri qui va ameuter, je sais pas, tout le quartier, tout le pays. Mais il dit, aucun son
de sa bouche, malgré qu'il dit, il se voit qu'elle est grande ouverte, il est en train de crier, ne veut en sortir. Donc, cappuccino, cappuccinette, l'Esther, que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège de vivre une telle chose, une telle expérience. Mais imaginez-vous à la place de mon frère. Il se dit, mettez-vous à sa place, imaginez, vous voyez ça. C'est horrible. Donc, il dit, là, il a essayé de se débattre et tout, mais c'était tellement lourd, cette chose assise sur lui, cette démon, qu'il a dit, il n'a pas pu, il en avait marre, il était essoufflé, il n'était pas bien. Il a dit, c'est bien qu'en fait, il a fermé ses yeux et il s'est évanoui. Et il dit, c'est pas, il est parti combien de temps, combien d'heures. Et ce qui va le réveiller, c'est tac, 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 tac. Sa mère, elle est en train de frapper à la porte quand elle est partie ouvrir. Il trouve sa mère en train de pleurer. Et il y avait tous ses frères et sœurs qui étaient là. Et qui aussi, ils étaient tristes dans l'incompréhension. Ils étaient choqués. Et sa mère qui lui dit, mais on est en train de frapper à ta porte depuis le matin. Et là, il est genre, en gros, c'est la fin d'après-midi, c'était l'Asr. Là, il dit, il était choqué. Et il dit, genre, en gros, à sa mère, il est quelle heure? Sa mère, elle lui dit, il est 5 heures. On est là, on frappe, on crie et tout. Et toi, tu ne veux pas nous ouvrir. On a eu peur, on s'est dit, c'est arrivé quelque chose. On a essayé d'ouvrir la porte, mais là, ça refusait de s'ouvrir. On essayait de la péter, ça ne voulait pas et tout. Et il dit, il a fait comme ça, genre, il a regardé la montre et il a vu, genre, ouais, il est 5 heures de l'après-midi. Et rappelez-vous, lui, il est rentré, il était 4 heures du matin, genre, c'était le fajr, la prière de l'eau. Et donc, il a dit, miskin dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé de 4 heures jusqu'à 5 heures de l'après-midi? Il s'est passé quoi? Il est arrivé quoi dans ma chambre? Il est arrivé quoi et tout? Il n'arrive pas à se rappeler, si ce n'est le moment où il s'est évanoui parce qu'il a vu la chose assise sur lui. De là, donc à partir de là, sa mère, elle lui dit, bon, tu sais quoi? Alhamdoulilah, t'as ouvert la porte, alhamdoulilah, t'es vivant, alhamdoulilah, t'es là. Là, je vais aller à la cuisine, je vais te faire manger parce que ça fait plusieurs jours, tu manges plus et tout. Là, je t'ai fait ton plat préféré, tu viens, je vais te faire manger, tu vas manger. Et il dit à sa mère, non, j'ai pas faim, j'ai pas d'appétit, juste laissez-moi tranquille et tout. Il dit, toujours, il repousse sa mère, il la supportait peu, alors que lui, sa mère, genre, sa mère, c'est ses yeux, c'est sa vie, c'est sa mère, quoi. Donc il dit, il comprend pas pourquoi il était comme ça, mais il la supporte pas, il la supporte pas. Bon, donc là, sa mère, elle me dit, ok, tu veux pas manger, bah viens, moi et tes sœurs et tout, et tes frères, on veut te parler et tout. Donc il dit, il les a suivis, et ils sont rentrés dans le salon, et là, il dit, sa mère, elle commence à parler, il dit, dès que sa mère s'approche de lui, en fait, et dès qu'elle parle trop et tout, en fait, il a dit, il avait de la, comme ça, genre sans mentir, en fait, de la goumer, de la taper, de lui crier dessus et tout, de lui faire du mal. Mais il dit, il s'est retourné, et donc il a dit, il était comme ça, il se retient comme ça. En fait, il ne supporte pas les stages, sa mère. Et donc, il dit, sa mère, elle commence à lui dire, mais pourquoi en fait tu ne te laves plus? Pourquoi tu ne veux plus te laver? Regarde tous tes vêtements, ils sont sales, tu restes avec tes vêtements des jours et des jours jusqu'à, en gros, on dirait tes mkhelled. Genre, en gros, c'est comme si on t'a mis dans un bocal, tu sais, pour macérer et tout. Tu pues, tu scies, tu sais, bref. Il était comme ça, genre. Alors qu'il dit, lui, de l'hygiène, c'était un mec qui faisait au moins 3 douches par jour, meilleur parfum à la mode, il les avait, déodorant, petite crème, prendre soin de ses ongles, ses oreilles, vous savez, aller chez le barbeur, toujours comme ça, toujours comme ça, beau gosse, propre sur lui et tout. Bon, là, il dit jusqu'à sa mère, elle lui a dit, genre, en gros, quelqu'un, il te voit comme ça, il te connaît pas, il te voit dehors et tout, il va dire, ouais, lui, c'est un fou, il va avoir peur de toi, il va s'éloigner et tout, parce que, genre, il a dit, il avait complètement changé, ses cheveux bouclés, sales, il a dit, tu vois, il a des grosses pellicules, des nus, bref, c'était n'importe quoi, il a dit, c'était n'importe quoi. Et il dit, en gros, bah, c'est comme si, en fait, il avait une phobie de l'eau, il voulait plus se laver, plus couper ses os, mais il ne savait pas pourquoi. Il a dit, il y a des moments où, genre, il peut se laver, mais après, quand il doit se laver, il fait remarche arrière, il veut rester sale et tout. Donc à partir de ce moment, il se retient, il attend que sa mère ait fini de parler et sa mère va lui dire, tu sais quoi, toi t'es pas normal, toi t'as un truc qui n'est pas edgy, l'Esther, là je sais pas qu'est-ce que t'as, mais dis-toi que on va pas te laisser comme ça, je vais pas te laisser mourir, dépérir devant mes yeux et ne pas bouger. Donc je vais te ramener chez un imam et je vais te ramener chez un cheikh. Donc il a dit, dès qu'il a entendu le mot imam, ruqya, se soigner et tout, il a dit, il a commencé à regarder sa mère énervée. Et là, il va paniquer parce qu'il va voir sa mère avec encore cette image qui fait peur d'elle. Et donc, là, il va encore une fois partir en courant. Il s'est retrouvé encore dans un autre endroit, après avoir repris connaissance et revenu à lui. Et là, donc il se lève,
Et il dit, malgré qu'il y avait quand même un peu la lune, à tâter comme ça pour pouvoir en fait chercher sa direction et trouver en fait une sortie, une porte, une poignée, quelque chose, et partir de cet endroit encore une fois en courant. Ça, c'est les vendeurs ambulants. Donc là, quand il a atteint l'extérieur de cette ferme, il a ouvert la porte, il est sorti, et il a couru un peu, et il regarde un peu à gauche, à droite, il dit, il n'y a personne, il voit ni homme, ni femme, ni voiture, il n'entend rien, il est tout seul, miskin. Et il dit, au loin, il voit comme une grange, quelque chose, et il y a de cette grange, il y a comme une petite lumière qui sort. Et il voit en gros, qu'il y a une ombre qui passe, et il se dit, tiens, c'est quelqu'un qui est là-bas, qui a dû sûrement faire comme un feu de bois qui est en train de se réchauffer parce qu'il dit cette nuit elle était très fraîche et lui il est sorti il était en short et en t-shirt quoi. Et là il dit il va marcher vers là-bas pour demander Inch'Allah de l'aide et tout ça parce qu'il est perdu, il ne sait pas il lui arrive quoi et tout. Donc il commence à s'avancer en direction de cette grange. Donc à partir de là, Capuchinette, il arrive à cette fameuse grange. Et il dit, il regarde comme ça, il passe un œil, il voit un monsieur qui est assis comme ça, de profil, il le voit de profil, et il voit devant lui un feu, quoi. Et comme si, en fait, la personne, elle est juste assise comme ça, devant ce feu-là, en train de se réchauffer. Et il dit, c'était une personne d'un certain âge, puisqu'il voit qu'elle a des cheveux blancs, une très longue barbe blanche, il est habillé en noir. Et voilà, donc il dit, normalement, quand il est à la porte de la grange, parce que c'est un peu, comment on appelle ce bruit, la porte de la grange, comme elle est vieille, elle a grincé. Donc il a dit, il aurait dû entendre comme ça. Mais il dit, au vu de son âge, c'est normal que peut-être qu'il a lui qui est faible et qu'il ne va pas l'entendre. Donc il dit qu'il va vers lui en marchant, mais en faisant du bruit, tu sais, pour pas le surprendre et faire peur à ce vieillard, puisque au vu de son âge avancé, genre faire qu'un bout ou quelque chose, tu fais plus ça à des personnes de cet âge-là, tu t'annonces quoi, parce qu'ils peuvent avoir peur. Et donc il dit, il marche et tout, et quand il arrive, il voit le vieux, il est encore de profil, il ne sait pas retourner ni rien du tout. Et là, il dit, Mokhtar, il dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Genre, en gros, il dit, Assalamu alaikum. Il dit le salam, il dit le bonjour à ce vieux. Il dit, il avait à peine fini de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la lumière, le feu là, ils ont disparu, mais que le vieux lui-même, il a disparu. Encore une fois, mettez-vous à sa place, que Dieu nous préserve et nous protège. Il s'est retrouvé fait dans l'âme, c'est-à-dire une obscurité qui n'est pas normale, encore pire que dans la ferme là où il était, il y a quelques minutes auparavant. Et il dit là, c'était vraiment trop obscur, il était en panique. Donc il essaye encore avec ses mains de tâter pour retrouver la direction qu'il doit suivre, pour retrouver la porte par laquelle il est rentré et s'enfuir au plus vite de cet endroit. Et il dit, fait ça, tac, 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 il tâte, quand à un moment donné, il est en train de tâter quoi? Il est en train de tâter. Il dit, il est là, il tâte, il touche, et après il dit, des fois il a la sensation c'est des cheveux, bref, ça le fait paniquer. Et il dit à un moment donné, c'est comme si la lune elle va un peu éclairer l'intérieur de cette grange. Et il y voit un peu plus clair, quoi. Et il dit là, en regardant comme ça, en fait, ce qu'il est en train de toucher, il voit qu'il est en train de toucher quoi? Il voit que c'était ce vieux monsieur qui était assis. C'est ça qu'il est en train de toucher, mais genre qu'il avait changé complètement physiquement, qu'il était rempli de poils. On dirait comme si c'était un animal. Mais il voit bien que c'était la tête du vieux qu'il a vu de profil. Donc là. Et donc là, Capuchinette, il nous dit que c'était trop pour lui. Il a trop paniqué. Il n'était pas bien. Il était dans tous ses états. Et donc là, il a dit, il a crié, il a hurlé. Et en même temps, la chose là, elle a hurlé et il a dit, ça a rajouté encore plus d'horreur, plus de terreur, plus de peur dans son cœur. Et donc, il s'est évanoui et Yorma allait, c'est-à-dire qu'il a perdu connaissance. Et il dit qu'il s'est réveillé que quand il a commencé en fait le jour à se lever, à taper sur son visage le soleil, que là, quand il a ouvert les yeux, et bien qu'il a vu que il était dans cet endroit, mais toutes les choses bizarres qui s'étaient passées, elles avaient disparu. Donc il a dit, c'est qu'une fois qu'il s'est réveillé dans la journée et qu'il est sorti de la ferme, de l'endroit où il était, qu'il s'est aperçu en fait qu'il était à plus de 10 km de chez lui. Donc il a dit retaper à pied jusqu'à sa maison. Et sur tout le long du chemin, il s'est rappelé tout ce qu'il avait vécu, mais qu'il trouvait aucune réponse à tout ce qui lui arrivait. Il n'était pas bien, il voulait juste arriver chez lui et juste s'en sortir parce que là, en fait, il est conscient
on va dire d'un côté que ce qui est en train d'arriver depuis plusieurs jours, c'est pas normal, mais il est inconscient du fait que, en fait, il veut pas se dire que ça c'est réel, alors que c'est malheureusement bel et bien réel pour lui. Il a dit qu'il était fatigué, plein d'émotions, plein de questionnements, plein de peurs, plein de tellement de choses, que en fait, il a dit, il sait pas, il a trouvé où le quwa, ça veut dire la force pour pouvoir marcher. Mais il a dit, il n'avait pas le choix. Il l'a essayé, il a dit de faire du stop et tout. Mais les gens, quand ils le voyaient, ils avaient peur. Parce que physiquement, je vous ai dit, il avait complètement changé et il était super scrade sur lui. Donc les gens, en fait, ils n'avaient pas envie de le prendre en voiture parce qu'il paraissait que psychologiquement, ça ne va pas, ou il y a un truc derrière plus grave. Et donc les gens, ils avaient peur et ils verrouillaient leurs portes et ils appuyaient sur l'accélérateur. Donc il a dit, il a eu nul autre choix, et bien que de marcher jusqu'à chez lui. Donc là, il arrive chez lui. Donc il a dit, il s'est tapé les 10 km à pied, il arrive chez lui, il fait sa routine de ces derniers jours là, il réapparaît, on ne sait pas il est parti où, il frappe à la porte, il sait que sa mère elle va l'ouvrir, sauf cette fois oui, sa mère elle lui a ouvert la porte, mais il y avait les oncles à lui, des oncles à lui, les frères de sa mère qui étaient là, avec ses frères. Et directement la mère, elle a souri, elle s'est écartée, et ses oncles et ses frères, ils ont sauté, il dit, Mokhtar sur lui, ils l'ont attaché, ils l'ont attrapé. Et là, il dit, il n'a rien compris. Ils l'ont ramené dans la salle de bain, ils l'ont enlevé ses vêtements, et le bain, ils ont fait couler l'eau, et ils l'ont porté, ils l'ont mis dedans. Donc il a dit, il est en train de crier, se débattre, de les insulter, ils insultaient même ses oncles et tout, mais ils ont dit, ils l'ont lavé par force. De là, il a dit encore, c'était un autre combat pour lui mettre des vêtements propres. Il a dit une fois qu'il était, c'est bon, lavé et tout ça, ses frères et ses oncles, ils l'ont maintenu comme ça, ils l'ont tiré, ils sont montés dans la voiture et lui, ils l'ont mis au milieu dans la place arrière. Il y avait deux oncles à lui qui sont costauds qui étaient là et un de ses frères avec un autre frère à lui qui était au volant et l'autre passager et les autres voitures qui les suivent avec la mère et tout. Et là, ils arrivent devant la maison d'un cheikh, d'un imam, qui était en train de les attendre devant, puisqu'au téléphone, la mère lui avait dit que le cas de son fils était très grave, voilà ce qui se passait. Et l'imam, il lui a dit, tu me raconteras plus en détail quand vous serez là, mais là, venez parce que c'est très grave ce qui est en train d'arriver à ton fils. Il dit surtout le trajet mortal, il insultait ses oncles de tous les noms, ses frères, tout le monde, mais il a dit personne lui répondait, personne lui disait tais-toi, et rien. Il faisait en fait comme s'ils avaient mis des boules caisses, ils s'en foutent, ils veulent le ramener. Quand il est arrivé là-bas, il le rentrait par force, il dit chez l'imam, il dit directement, l'imam n'a pas perdu du temps, il a commencé à lui réciter dessus, et il dit plus l'imam est récité, plus il sentait dans son corps, il a dit de ses pieds, des flammes qui étaient en train de le brûler, il n'était pas bien écrit, il disait à l'imam d'arrêter, il l'insultait et tout, mais l'imam il n'arrêtait pas, il récitait, il dit à ses oncles, il y a ses frères, il y a sa mère, il y en a, ils pleurent, ils sont choqués, ils comprennent pas, il lui dit arrête, tu me brûles, arrête et tout, ils étaient en PLS. Et à partir de là, comme je vous ai dit, il a dit son corps a commencé à le brûler. Et si bien qu'en fait, il a eu des traces, il dit, comme des rougeurs, comme de brûlures qui ont commencé à apparaître sur son corps. Donc de là, l'imam, il a arrêté sa lecture et il a commencé en fait à lui poser des questions. Parce que Cappuccino Cappuccinette, il faut vous dire, genre en gros, les traces de brûlures qu'il avait, c'est vraiment comme si, rougeur et tout, c'est vraiment comme si en fait, il était vraiment brûlé. Donc l'imam, il a commencé à parler avec lui, à lui poser des questions. Et donc là, Mokhtar, il a commencé en fait à raconter. Et la mère aussi, elle a bien raconté dans les détails. Et c'est là que l'imam, il leur a dit, ça, c'est des traces de sorcellerie, de folie. Genre en gros, pour rendre fou une personne, ben là, il avait toutes les caractéristiques de ce surra, de cette sorcellerie-là. En fait, Mokhtar, il les avait. Et il a été encore plus sûr, dites-vous l'imam, quand la mère, en fait, elle a bien expliqué dans les détails, et bien tout ce qui est arrivé à Mokhtar. Là, l'imam, il était sûr et certain que c'était ça. L'imam, il dit, Mokhtar, il a commencé à lui dire, est-ce que tu as vu ça? Et là, Mokhtar, il dit, oui, j'ai vu ça. Est-ce que tu te rappelles avoir vu ça? Est-ce que tu as vu ça, 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 ça? Et là, Mokhtar, il dit, oui, c'était comme ça, c'est bien ça, c'est ça et tout. En fait, là, l'imam, il a commencé à lui décrire trop bien, en fait, les trucs. En fait, tout ce qui est mortel, il avait vu, il avait vécu. En fait, l'imam, il lui a tout décrit dans les moindres détails. Donc, dites-vous, jusqu'à même, il lui a décrit, genre, les les démons, genre, qu'en gros, il voyait, il lui a décrit
dans les moindres détails et Mukhtar il disait oui, oui, oui. Donc il a dit là, il a commencé un peu à se sentir mieux Mukhtar et il a dit il a commencé à plus s'ouvrir face à l'imam, à plus raconter, à plus parler. Il dit sa mère, ses frères, ses oncles, ils étaient tous choqués et l'imam, lui, il savait déjà ce qu'il avait, mais il écoute quand même, tu sais, pour être vraiment sûr et certain, et là il était sûr et certain qu'on lui avait fait à Mukhtar une sorcellerie pour l'atteindre et bien de folie, pour qu'il devienne fou. À partir de ce moment-là, Cappuccino, Cappuccinette, l'imam, il s'est levé, il est parti, il a ramené du musc et il a ramené le vrai oud. Et en fait, le musc et le oud qu'il a ramené, ils étaient coranisés. Lui-même, il avait lu du Coran dessus et tout. Et il est parti vers la maman avec le musc et le oud et il a dit, tu vas allumer ça, en gros, le oud, et il faut que tu le fasses inhaler, en fait. Il faut qu'il sente ça. Il respire ça fort, fort. Même s'il touche, même s'il ne veut pas et tout, il faut l'obliger. Vous lâchez que quand, en fait, il inhale bien tout ça. Donc, il dit sa mère, tous les jours, en fait, elle lui faisait ça. Tous les jours, elle l'obligeait à respirer l'odeur du oud, à respirer bien. Il dit, ça lui faisait mal à la tête, il n'était pas bien, il ne voulait pas, ça l'énervait. Mais sa mère, elle lui forçait avec ses frères et sœurs. Jusqu'en fait, il a dit respirer plusieurs fois. Et il dit, si bien, en fait, ça lui faisait des grosses migraines d'un seul coup. Il voyait flou, il voyait tout noir, bim, trop noir, il s'évanouit et tout. Mais la mère, elle n'a pas lâché. Et il dit, dites-vous que durant un mois, il va être, lui-même, il en rigole, mais que maintenant, pas sur l'instant. En fait, ses frères et ses oncles et la mère, ben, ils l'ont attaché. Il a dit qu'il a vécu attaché pour lui éviter, en fait, eh bien, de tout gâter son traitement. Et surtout, en gros, pour qu'il évite encore une nouvelle fois de partir, de courir et qu'il lui arrive quelque chose. Donc, ils avaient tellement peur pour lui, en fait, qu'il a été marbot, qu'il a été attaché durant un mois. Et durant ce même mois, il était détaché que lorsqu'il devait partir bien, chez l'imam, parce qu'il était sous bonne garde de ses oncles et de ses frères. Et il n'y avait que quand il était chez l'imam, qui lui faisait des ruqya, qui le soignait, que c'était un combat et tout, qu'il était détaché. Mais une fois qu'il sort de là-bas et qu'il revient à la maison, directement il l'attache et il y a soit des frères à lui qui restent avec lui dans la chambre, soit ses sœurs, soit sa mère et tout, mais il était toujours sous surveillance avec le Coran H24 dans la maison. Donc Mukhtar, il nous dit que quand il allait faire ses séances de ruqya, son traitement, son exorcisme et tout, il insultait ses frères, sa mère, ses oncles, l'imam lui-même, mais personne ne lui en tenait rigueur parce qu'il savait que c'était pas lui, en fait, qui parlait et qui était comme ça durant ces instants-là. Surtout qu'il a dit même, il a menacé de mort tout le monde, jusqu'à même sa mère, mais l'imam, en fait, il disait de ne pas calculer parce que le miskin, c'est pas lui. Donc, il dit, il est resté comme ça à se soigner durant presque 2 mois et il a dit, alhamdoulilah, il a commencé à aller mieux, à être lui-même, à redevenir lui-même, à plus vivre dans la peur, dans l'incompréhension, à ressentir tellement de choses bizarres, à voir tellement de choses bizarres. Et il a commencé à se retrouver, lui, Mukhtar, avant tout ça. Si bien qu'un jour, avant que la chose quitte son corps, l'imam va lui dire, mais qui lui a fait ça? Et cette chose va parler. Et cette chose va parler et va répondre Cappuccino, Cappuccinette en disant, eh bien, je pense que maintenant vous avez sans doute deviné que c'était la première belle-mère, puisqu'elle n'a pas accepté que Mukhtar lâche sa fille et qu'il n'y ait pas de mariage entre les deux. Donc, elle voulait faire du mal à la mère par le biais de son fils en le rendant fou. Et aussi faire détester à Mukhtar sa maman, puisqu'il était très lié à elle, en faisant qu'à chaque fois qu'il voit sa mère, il ne la supporte pas et qu'il la voit avec une image de peur. Et genre, pour concrétiser le tout, elle voulait genre qu'il devienne fou pour qu'il soit vraiment tout le temps dans la folie, qu'il ne soit plus lui-même et qu'il n'ait pas d'avenir et qu'il ne se marie pas, qu'il ne travaille pas, etc. Donc, c'était vraiment pour détruire Mukhtar et sa mère que l'ex-belle-mère avait fait ça. Il n'est pas parti porter plainte, que ce soit lui, ses frères, ses sœurs, sa mère. Ils ont dit qu'ils ne vont même pas aller la voir pour se battre avec elle, lui dire voilà, t'as fait ça, on sait, tatati, tatata. Ils ont dit qu'ils ont juste dit Hasbi Allah ni'mal wakil, genre en gros que ce soit Dieu qui se charge de son compte à elle. Et voilà. Donc il a dit, il s'est soigné jusqu'à, alhamdoulilah, le jour où il est totalement guéri.
Donc il nous dit qu'il était content d'avoir retrouvé sa santé, plus voir des choses bizarres, plus entendre des voix l'appeler, plus de trucs comme ça y est, le suhr, comme il a dit l'imam, ça y est, il était mort, il l'a enlevé et tout, il est redevenu alhamdoulilah lui-même, donc il était content pour ça, mais il va être très vite, il dit malheureux, pourquoi? Parce que il va recevoir une lettre de l'armée qui va le virer parce qu'en gros, il n'était pas apte à être soldat vu qu'il a eu des problèmes. Eux, ils ont qualifié ça psychologique. Genre, en gros, je crois que tu n'as pas le droit d'être soldat quand il n'y a pas une stabilité psychologique. C'est simple, genre pour être soldat, il faut que tu sois physiquement apte et psychologiquement aussi bien que tu n'aies pas eu de problème. Mais comme lui, il avait eu beaucoup de problèmes, lié malheureusement pas de sa propre volonté et tout, mais à cause du suhr, à cause de la sorcellerie, eux ils vont pas mettre suhr, tu vois, ils ne vont pas écrire sorcellerie, ils ont dit genre juste problème psychologique et donc ils l'ont congédié de l'armée. Donc lui qui était pour lui son rêve d'être soldat, ça l'a brisé. Il dit d'un côté il était trop triste, mais il était content d'avoir retrouvé sa santé, et il a dit avec le temps, il a commencé à oublier ce rêve-là, d'être dans l'armée, d'être soldat, et il a dit qu'il a accepté ce destin-là. Donc il dit, il s'est remis tout doucement, alhamdoulilah, jour après jour, jusqu'à reprendre totalement sa santé, totalement sa vie en main. Concernant la deuxième fiancée, la future dentiste, on lui a tout expliqué, elle a tout compris, elle était super choquée. Et au début, elle voulait plus se marier parce qu'elle savait pas pourquoi elle était devenue comme ça. Mais quand elle a compris, elle lui a dit qu'elle était d'accord encore pour se marier avec lui, qu'elle allait soutenir et qu'elle allait pas le lâcher. Et donc il a été super content, super heureux. Et il dit qu'aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 3 ou 4 enfants, je ne sais plus très bien. Ils sont contents, ils vivent bien, c'est bon, elle est devenue dentiste, qu'elle a son cabinet, qu'elle a énormément de succès, que tout se passait bien pour eux, qu'ils habitent toujours avec sa mère. Il dit que malgré aujourd'hui, ils ont les moyens d'aller habiter ailleurs, de s'acheter un bien. Ils veulent rester avec la grand-mère parce que les petits-enfants, ils sont attachés à leur grand-mère ainsi que sa femme. Elle aime trop en fait sa mère, qu'elle considère comme sa propre, elle aime bien en fait sa mère de Mortal, elle la considère non comme une belle-mère mais plus comme une maman. Donc ils sont contents et tout se passe bien dans leur vie, il dit alhamdoulilah. Et lui il dit en fait que ses frères, ses oncles, sa mère, ils lui ont donné un peu d'argent et qu'ils l'ont aidé et qu'ils lui ont ouvert un mahal, c'est-à-dire qu'ils lui ont ouvert une boutique dans laquelle il dit qu'ils vont, vous savez, comme un bazar quoi, il y a des trucs pour la maison, des trucs comme ça. Il a une boutique et il dit sa boutique elle est appréciée de tous, il a beaucoup de succès, il a une bonne clientèle fidèle. Et voilà, il dit il n'a plus jamais croisé le chemin de la première fiancée, mais qui lui sait aucun mal parce qu'il dit que c'est sûr que lui, pour lui, elle n'était pas au courant de ce qui lui était arrivé. Elle a juste entendu genre en gros qu'elle s'est mariée, qu'elle est partie vivre ailleurs. Et concernant la belle-mère, il l'a aussi jamais croisée, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, de sa famille. Donc, alhamdoulilah pour Mukhtar, pour cette femme, ce qu'il a souffert, et moi je pense qu'il souffre encore quand même un peu psychologiquement, mais alhamdoulilah, il est soutenu par sa famille, par sa femme, par ses enfants, par tout le monde. Mais c'est vrai que ça doit être super difficile de vivre comme ça, quoi, en ayant vécu tout ça. J'ai fini cette vidéo. J'ai rouvert, en fait c'est une porte-fenêtre. Il fait trop beau, il y a du soleil, je suis trop contente. En plus là je vais au désert, Inch'Allah, je vais à Gafé. Il y a la masterclass, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus je pense les capuchinettes. La maquilleuse Esh Glam, en fait elle fait une masterclass ici sur Marrakech. Et mes petites sœurs sont fans de make-up, donc j'ai voulu leur faire plaisir. Et on y va, en plus c'est dans le désert, thème, on doit tous avoir des tenues traditionnelles, orientales et tout. Oh là là, et c'est aujourd'hui, je suis trop contente. C'est ça, c'est dimanche, c'est aujourd'hui. Là, il n'y a personne avec moi quand je vous ai fait cette story time. Ma mère, elle est partie à ramener mes petites sœurs au coiffeur. Et moi, je vous ai fini cette histoire parce que moi, j'ai pas besoin de coiffeur, tu connais. J'ai pas besoin de brushing, de boucles, etc.
Donc là, en fait, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas vous mettre des images et tout parce que étant en vacances, voilà, je ne veux pas avoir mal à la tête avec le montage. Là, je suis contente. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, je vous invite à écrire en commentaire Mortar le survivant. Comme ça, je sais que vous êtes partis jusqu'à la fin de cette histoire. Et aussi, eh bien, écrivez-moi en commentaire à quelle heure vous regardez cette nouvelle story time paranormale et d'où vous la regardez, que ce soit pays ou ville. N'hésitez pas, et ça me fait toujours plaisir et ça fait longtemps que j'ai envie de savoir encore s'il y a des nouveaux cappuccinos, cappuccinettes un peu partout du monde qui me regardent et surtout d'où. Ça me fait plaisir en tous les cas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je voulais vraiment vous la faire. Partager cette histoire, je ne pouvais pas la garder que pour moi. Tu vois, je suis pas égoïste. Je suis pas égoïste. Je voulais la partager avec vous et je me suis dit, même si je ne serai pas un montage actuel aussi poussé avec images et tout, au moins je la tourne et je vous la partage au plus vite, Inch'Allah. Là, je vais me lever, je vais faire ma douche. J'ai trop hâte de vous montrer ma tenue. J'étais chez une, comment on appelle ça, designer et tout, connue, qui a fait des défilés Paris, Dubaï, Marrakech, et je pense même Italie si je ne me trompe pas. Elle a présenté, voilà, ses tenues. Elle est suivie par pas mal de personnes, je vous mettrai son Instagram. Et elle m'a passé une tenue. Oh, moi quand j'ai essayé un premier caftan, j'avais eu un coup de cœur. En fait, en voyant un autre caftan qui était sur un portant. Mais j'avais aimé celui que j'avais essayé. Mais celui qui était sur le portant là, il était trop beau. Ça fait vraiment princesse du désert et tout. Et je me voyais trop dedans. Et quand j'ai demandé, en fait, elle m'a dit que c'était une nouvelle collection. Et genre, il vient d'être fini. Mais en fait, comme c'était sans le savoir une cappuccinette, elle m'a fait cette faveur et j'étais trop honorée, trop contente. Et donc, elle m'a autorisée à porter ce caftan qui est juste somptueux, comme vous allez voir. Et elle m'a passé aussi une belle ceinture Beldi, ça veut dire une ceinture traditionnelle comme ont nos grands-mères et nos mères et tout ça, les grosses matelas del Deb. Là, elle m'a passé un truc comme ça, c'est trop beau, j'ai trop hâte et je suis trop contente et je suis trop honorée de pouvoir porter cette tenue. Elle a été portée une seule fois et c'était lors de la Fashion Week de Paris. Donc voilà, j'ai fini de vous raconter ma petite vie. En tous les cas, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Pardon, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un commentaire sans spoil, à venir me suivre sur mon Instagram, sur mon TikTok et sur mon Snapchat. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. J'essaie de vous envoyer des ondes positives ainsi que du soleil. Et nous, on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt. Ciao!